Cette semaine, au podcast ordinaire, je reçois Andrea Delia, qui est experte en cybersécurité et qui a une histoire complètement ahurissante sur ses achats de Bitcoin dans le passé. Ça a tombé comme ça qu'elle a acheté plusieurs Bitcoins et elle s'est fait frauder lors de l'achat d'un nouveau iPad. C'est une histoire digne d'un film et elle a voué sa vie par la suite à s'éduquer sur la cybersécurité, sur comment justement empêcher les gens de se faire frauder ou d'avoir des aventures comme ça. C'est vraiment passionnant. C'est très précis. On voit vraiment l'importance de s'informer, de s'éduquer sur la cybersécurité avec à quel point on a tout le temps des tablettes, des téléphones aujourd'hui. C'est vraiment un excellent épisode. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sport Ordinaire. Andrea Delia, au podcast Sport Ordinaire, comment ça va? Super bien, merci de m'avoir. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment quand même que j'ai parlé aussi avec Sébastien, qui est mon mentor. Je pense que c'est lui qui t'a écrit à la base. Exactement, oui. Belle surprise. Très belle surprise, un homme incroyable. Oui. Et quand il a vu tes choses, il s'est dit, il faut qu'elle vienne sur le podcast ordinaire. Fait que je me suis dit, quand j'ai vu tes choses aussi, que tu devais venir aussi. J'ai vu ton podcast avec mon ami Ray aussi, que tu as fait en anglais dernièrement. Fait que j'étais assez hyped. J'ai très hâte de parler des différents sujets. Fait que, au podcast ordinaire, on rencontre des gens qui sortent souvent de l'ordinaire, soit par leur personne, par leur histoire, par leur succès, par leur insuccès même parfois aussi. On a un mélange de plusieurs choses ici à discuter ensemble aujourd'hui. Et j'aime commencer tout le temps par la base quand même un peu, parce qu'avant de parler de sécurité informatique, de crypto, tu as étudié en droit. Et c'est pas nécessairement un domaine que tu as décidé de poursuivre ta carrière dedans. Tu veux-tu peut-être nous faire commencer par la base puis nous parler de tes études en droit? Exact. Ben, moi, je suis allée directement du cégep en droit à l'Université Laval. Et c'est quelque chose que j'adorais parce que j'ai toujours trouvé que la justice m'attirait. Ouais. Et je savais que des fois, la loi, c'est pas la justice, puis la justice, c'est pas la loi. Okay. Et j'étais quelqu'un qui prenait un peu la protection du public, les underdogs, sous mon aile. Alors, je savais que pour moi, d'étudier en droit, que j'allais pouvoir faire un impact. Okay. Je ne savais pas comment à ce moment-là, j'étais jeune. Et j'ai sorti du droit à 21 ans et je me suis lancée en affaires au lieu d'aller être avocate de carrière. Fait que tu n'as même pas commencé du tout, tu n'as jamais exercé le droit? J'ai jamais pratiqué. J'ai juste entrepris des dossiers d'intérêt public, souvent des clients qui se faisaient frauder par des professionnels. Alors, dans ce temps-là, j'allais contre le barreau pour protéger des clients. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fraude au niveau des hypothèques, de l'argent en fiducie qui se faisait frauder par les droits immobiliers, tout ça. Là. Alors, je protégeais les gens. Okay. Alors, c'était mon petit début en anti-fraude. Là. Mais c'est quand même particulier de dire que tu as fait toutes ces études-là. Puis on le dit souvent, c'est des longues études, c'est quand même demandant pour au final pratiquement pas pratiquer du tout la pratique. Puis de ce que je comprends, tu as été au complet vers l'immobilier, puis c'est là que tu as vraiment comme eu un déclin. Au contraire, tu as eu vraiment un rise dans ta carrière, puis c'est là que tu as fait de l'argent rapidement, je pense. Bien, en sortant de l'école, j'avais 21 ans. Alors, j'avais déjà toutes mes études en droit. Et j'étais toujours entrepreneur. Ça ne me tentait pas de travailler pour quelqu'un. Un boss. Oui, c'est ça. Ça ne me tentait pas. J'ai dit... ils m'ont toujours appris, durant mes études en droit, que les étudiants qui avaient des A puis des B, mais c'était des juges, des grands savants en droit. Puis tous ceux qui avaient des C puis des D, ben, c'était ceux qui avaient des entreprises qui engageaient les autres avocats. Est-ce que tu avais des C et des D? Non, j'avais des bonnes notes, une chance. Non, j'avais des bonnes notes, mais quand même, moi, je réussis dans des domaines que j'aime. Alors, tu sais, comme des fois, le droit constitutionnel, le droit, tu sais, comme des affaires un peu plus vagues là, dans ma tête, qui me touchaient moins, ben je réussissais moins bien. Puis en plus, je travaillais. Alors, j'étais toujours quelqu'un qui valorisait le travail. Alors, tu sais, j'avais mes 5 cours de droit en 2-3 jours à Québec. Je retournais à Montréal pour travailler le week-end. Alors,
pour moi, l'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce qui m'attirait. C'est sûr que ma mère, elle aurait aimé ça, avoir une avocate en sortant de l'école, mais j'ai quand même bien réussi. J'ai ouvert des entreprises, je les ai vendues. J'investissais dans l'immobilier, dans les multiplexes résidentiels. Et c'est là que, en 2020, j'ai décidé de vendre mon portfolio que j'avais ramassé. Quand même, assez rapide comme ascension dans tout ça. Puis je veux dire, c'est intéressant de pouvoir faire de l'argent rapidement avec ça. Oui. L'immobilier, c'est toujours un bon investissement. Je commence dans l'immobilier. Tranquillement, mais sûrement. Mais je commence de plus en plus à m'y intéresser puis à essayer de diversifier davantage un petit peu aussi ce que je fais, autre que juste les business. Exact. Mais des fois, tu as eu l'air d'avoir été en mesure de, je ne vais pas dire nécessairement maîtriser, parce qu'on ne maîtrise pas nécessairement tout en tout, mais d'être bonne dans plusieurs choses à la fois quand même assez rapidement. Dirais-tu que c'est parce que tu t'es juste mis corps et âme dans tout ça? Est-ce que, tu sais, on a parlé que très jeune, tu as quitté l'école, puis là, on sort déjà de ma cédule. As-tu eu des classiques passes de party, des classiques passes de peut-être jeune? Fait que tu as vraiment été rapidement dans... Malheureusement, j'ai travaillé... Ben, pas malheureusement. Ouais, c'est sourire. Peut-être malheureusement, parce que c'est là que je fais le party puis que je m'amuse là, maintenant. Mais j'ai toujours travaillé vraiment fort. Je me suis dit... Moi, j'ai perdu mon père à un très jeune âge. Alors, j'ai dû être un peu... la présence masculine là, dans ma famille. Alors, j'ai dit... Puis quand on perd le père de famille... on perd un peu le statut, on dirait. Je sais, c'est un stigma, là. Quand on perd la personne, tu sais, comme qui est supposée d'être forte, qui est supposée amener une famille vers l'avant, bien, j'ai décidé si je faisais de l'argent, puis si je travaillais fort, bien, je pourrais, tu sais, comme faire mon propre chemin, parce qu'on, tu sais, on est des filles, puis... le respect, il n'est pas pareil quand on perd, tu sais, comme la présence masculine. Et c'est pour ça que souvent, je ris que je suis plus comme un gars que comme une fille, mais j'ai de l'air très féminine. C'est comme... alors, c'est pour ça que je me suis attardée. J'étais en secondaire 3, puis je travaillais des longues heures dans une salle de réception, là, à faire des 12 heures. Samedi, dimanche, je rentrais à l'école. Je suis allée à Regina Assunta, je pétais des scores là-bas. Alors, je savais qu'avoir de l'argent, bien, ça me donnait un peu de pouvoir et d'avoir une bonne éducation, de valoriser aussi l'éducation. Les deux ensemble, un duo comme imbattable. Assez rough à entretenir comme horaire de vie, j'imagine. Ouais, mais c'est pour ça que je faisais pas la fête. Je pense que j'ai goûté à l'alcool à 26 ans. OK. Je n'ai pas arrêté depuis. Mais non, c'est une joke. Non, c'est ça qui m'aide un peu dans mon focus, de réussir à faire beaucoup de choses. C'est le fait d'avoir une bonne discipline. Ouais. Alors, tu sais, tout le monde a le droit de s'amuser dans la vie, de faire la fête, de prendre, tu sais, comme un drink de temps en temps, mais j'abuse pas. Ouais. Alors, j'abuse rien. C'est comme ça que j'ai toujours la tête comme solide. Tu peux faire la fête, mais prends tes responsabilités le lendemain. Ouais. Je pense qu'anyway, c'est plus le fun comme ça. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça cheesy de dire, comment tu dis ça, la modération a bien meilleur goût. Non, vraiment. Mais en même temps, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, moi, au contraire, je les ai eu, mes passes de party. Puis intenses. Puis, mais ça a scrappé bien des choses. Puis, j'ai eu des grosses leçons de vie, mais on dit tout le temps, ça t'amène à la version que tu es aujourd'hui. Fait que tout ça, c'est parfait. Mais aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus prendre un verre qu'en prendre 5-6. Autant pour le moment présent que le lendemain, le ressenti que tu as, le focus pour tes enfants, pour le travail, pour le whatever. Fait que je suis 100% d'accord avec ça. Ouais, ça déboussole une vie, tu sais, comme l'excès, puis en avoir une bonne discipline, tu peux tout faire. Ouais. T'as le droit, là, je me fais plus critiquer parce que regarde qu'est-ce que je suis capable de réussir, 100%. Alors... Le monde n'a plus rien à dire. Ouais. Écoutez ça, les jeunes à la maison. Tu vois? Discipline, travail, études. Le travail, ça m'a évité. Tu sais, quand on perd un membre d'une famille puis qu'on vit quelque chose de difficile, on peut facilement virer vers les drogues, virer vers le mauvais chemin. Ouais. Mais le travail et les études, mais surtout le travail, je ne sais pas pourquoi je valorise beaucoup le travail, m'a vraiment gardé en ligne. Je suis d'accord. J'ai pas eu la chance ou même... Puis dès que tu touches un peu d'argent, tu veux en faire plus et tu veux réussir, tu vois... Tu es dans le monde des affaires, alors tu vois des gens avec des buts puis tu sais, comme une carrière réussite, alors tu veux un peu suivre le même parcours. Oui. Puis c'est peut-être tabou comme question, whatever, mais est-ce que tu sens que tu profites pleinement de la vie? Maintenant? Peut-être maintenant? Dans le sens où des fois, on dit on travaille plus tôt pour profiter plus tard. Est-ce que tu es dans cette...
era-là en ce moment, ou est-ce que... J'ai toujours profité. C'est sûr que... on dirait à partir de 26 ans, comme j'ai bâti une entreprise, j'ai travaillé très fort. Je me suis dit, ça va être facile, l'entrepreneuriat. Et non, j'ai comme pleuré pendant 5 ans jusqu'à temps que ça réussisse. Mais comme je suis allée comme genre à un club là, à 25-26 ans, puis j'ai dit, oh my God, c'est ça que les jeunes font? Wow! Puis c'est là que j'ai transformé ma vision, puis j'ai rebalancé ma vie à dire comme, hey, j'ai le droit de m'amuser, puis j'ai le droit de, tu sais, comme, j'essaie de tout faire. Ouais. Les gens, souvent, c'est le contraire, tu sais, c'est trop de party, fait que là, faut que tu balances vers un mode de vie plus sain pour travailler pour ça. Toi, c'était complètement le contraire. C'était vraiment peut-être un peu trop de travail, un peu trop de sérieux. Mais tant mieux si tu as pu trouver l'équilibre. Je pense qu'on le recherche un petit peu tout le temps. Est-ce qu'il est parfait? Je pense qu'il ne l'est jamais. Non. Mais d'être capable de naviguer là-dedans, c'est le fun. Puis tant mieux si tu vis bien en ce moment. Merci. Parlons Bitcoin. Allons toucher le moment où tu as découvert les Bitcoins. Je pense qu'on peut parler d'environ 2021, où tu as acheté une grande quantité de Bitcoin. Tu étais parti au Mexique. Oui, j'avais... on parle d'immobilier, mais j'allais interjecter tout à l'heure l'immobilier de la cyberespace, c'est le Bitcoin. Okay. Alors, effectivement, quand j'ai vendu mon portfolio immobilier en 2020, c'est là que je regardais un peu plus différentes avenues. Tu sais, je ne voulais pas retourner dans l'immobilier nécessairement. J'étais comme porte-parole sur mon Instagram des machines guichets là, de Bitcoin. Quand le Bitcoin était entre 11 et 14 000. Alors, j'avais pas acheté parce que je comprenais rien de ce que j'expliquais. Là, j'étais juste bonne à expliquer. Oui, c'est ça. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi cette merde-là là, que les gens achètent? J'achète de l'air, n'importe quoi. Jusqu'à temps que, là, j'ai regardé un peu plus la technologie, puis je me suis fiée à des gens qui ont une vision beaucoup plus lointaine que moi. Là, comme moi, j'étais pas dans la technologie dans ce temps-là. Alors, je regardais des vidéos de Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStrategy. Puis c'est lui, il l'expliquait. Puis ça, c'est des gars qui sortent du MIT à Boston. Puis c'est eux qui étaient comme dans le boom technologique, la révolution numérique des années 90. Là, comme nous, on se décrottait le nez. Là, puis eux, ils pensaient à l'avenir là, du monde au complet. Ouais. Alors, je me suis fiée à lui, puis il l'explique tellement bien. Puis même quand le Bitcoin a commencé à aller vers le bas, là, je l'écoute parler, puis ça me calme. Je regarde pas le marché, mais je l'écoute parler que le Bitcoin va valoir comme 1 million le Bitcoin un jour. Alors ça... Puis effectivement, il avait raison. Alors moi, j'ai acheté quand lui a acheté en 2021. Okay. J'ai mis une grosse partie de mes avoirs là-dedans. Puis je le regrette pas. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Sportdinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Sportdinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc, à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc, vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Sportdinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon, sur Amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. J'ai acheté dans le temps que c'était, je pense, 1500 ou 2000, mais je les ai plus. Wow. Ben, j'en ai encore un peu, là, mais à ce moment-là, c'était le Far West, des scams, des trucs pyramidales. T'envoyais à quelqu'un, c'était du vol, c'était beaucoup moins sécurisé qu'aujourd'hui. Puis justement, c'est le fun qu'on en parle avec toi aujourd'hui parce qu'on va pas parler de sécurité vis-à-vis de tout ça. Mais j'en avais comme 3-4, tout perdu. Wow. D'année en année, j'ai recommencé. Ça a été à 20, ça a descendu. Bref, on pourra en parler longtemps, mais mon parcours de crypto est assez rempli de boss. Malheureusement, c'est ça. Grâce à l'adoption maintenant, il y a plusieurs règlements. Il y a des gens qui investissent dans la technologie et dans la sécurité du Bitcoin là, ou de la crypto.
Mais parlons quand même de l'histoire assez abracadabrante. Ouais. C'est Max qui m'a dit, c'est digne d'un scénario de film. Ils vont sûrement faire un film. Hein. Ça n'a jamais été fait, là, qu'est-ce que j'ai fait. Là. Un documentaire sur Netflix au moins, j'espère. J'espère. Tu n'as pas gardé ces bitcoins-là très longtemps en raison d'une situation assez particulière. Je veux que tu nous racontes ça. Ouais. Effectivement, alors j'ai acheté des bitcoins et je voulais un iPad neuf. Ça ne me tentait pas de le mettre sur un iPad que mes enfants jouaient au Roblox. Alors, j'ai dit, il faut les sécuriser, les garder dans une place. Puis j'ai dit, si quelque chose m'arrive, je peux juste imaginer ma mère là, de 70 ans qui ne comprend rien, là, où l'argent est où. Quoi, ça? Ouais. Alors là, je suis allée à mon centre d'achat local. Là, j'habite à la Rive-Nord. Et j'achète un nouveau iPad avec une ligne avec une carte SIM. Et l'iPad n'était pas en stock. Alors, le gérant du kiosque est allé chercher l'iPad pendant que je l'activais au téléphone. Et après ça, il est revenu avec l'iPad. Il m'a demandé, est-ce que tu veux que je mette la carte SIM? J'ai dit oui. Waouh, quel bon service! Alors, il déballe, il met la carte SIM. Je quitte. Je trouvais ça bizarre parce qu'il ne m'avait pas donné de paperasse, rien, même pas un reçu de caisse. Alors, j'ai dit, je quitte avec un nouveau iPad, puis tu me donnes rien. Et il me sort un reçu de caisse. Je quitte, je vais à la maison. Je fais un nouveau iCloud. Alors, tu choisis ton pays, ta langue, nouveau iCloud. Je fais aucune synchronisation, rien. Là, je suis à ma page avec toutes les applications. Je clique sur Safari. Je rentre dans la barre d'adresse blockchain. Ça me sort une coupe de sites. Je choisis le bon site. Je rentre mon login. Je vois mon porte-monnaie blockchain. Puis, avec la balance, j'avais Bitcoin, Ethereum. Et là, tout d'un coup, je regarde pas, je prends ma clé Ledger. J'étais prête à faire le pairing sur le Cold Wallet. Alors, c'est comme une clé hors ligne. Et là, tout d'un coup, je vois qu'il y a une transaction de tous mes bitcoins qui s'en vont vers un wallet, là, un porte-monnaie que je connais pas ou qui était anonyme. Puis, on peut pas l'arrêter. Puis, il est en train de se faire confirmer sur le blockchain. Et là, je suis comme, aïe, est-ce que j'ai mal cliqué? Est-ce que j'ai donné quelque chose? Mais non, effectivement. Alors, l'argent est sorti, puis c'était à peu près 316 000, mais environ 320 000 de Bitcoin qui est sorti vers un porte-monnaie anonyme. Alors, j'ai dit, shit, il m'a eu. Colin! Alors là, dans ma tête, je suis capable de monter un dossier juridique. Le gars a un employeur. C'est un magasin télécom corporatif. Il n'y avait pas de... C'était pas un franchisé, là. C'était une grosse bannière là, de télécom. Et alors, j'ai dit, OK, il y a un employeur. Il travaillait pour cet employeur-là. Alors, je vais monter un dossier. Je vais ramasser le plus de preuves possible. L'iPad est neuf. Il n'a pas été contaminé là, avec ma vie puis des trucs. Là. C'est en 45 secondes sur le web que tout ça s'est arrivé. Puis c'est en une demi-heure là, d'avoir quitté le kiosque que ça m'arrive. Ouais. Alors, ça sonne un peu louche. Okay. Puis la seule personne qui connaissait l'existence de ce iPad-là, c'était le gérant au centre d'achat du kiosque. Alors, j'ai commencé à aller en arrière, les pages arrière, je prenais des photos, je ramassais beaucoup de preuves, là, j'étais en mode FBI. Là. Et entre-temps, j'appelais la police. Alors, j'ai appelé les postes de quartier. Moi, je viens de Mirabel, alors j'appelle Mirabel. « Oh non, t'es arrivé à Rosemère, appelle le Rosemère. Oh non, j'appelle Rosemère, non, t'habites à Mirabel. » N'importe quoi. Alors, j'ai dit, OK, laisse faire les postes de quartier. J'appelle la SQ. La SQ voulait rien savoir. Là. Ils étaient même méchants au téléphone. Ah ouais? Ouais. Je suis comme, OK, laisse faire. Le gars est frustré. Là. Alors là, j'appelle la GRC. Je viens d'une famille de police. Alors, je me suis dit, OK, dès que je pogne la bonne personne, là, la cavalerie va venir, là, l'armée avec tous leurs ordinateurs, là, style FBI, là, CIA, ils vont tout résoudre ça avec tous leurs gadgets là, que je vois à la télé.
Non. C'est pas ce qui est arrivé. Soit qu'au Canada, on n'a pas les gadgets sur, comme sur les émissions à la télé, là, ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Là. Exactement. Là, moi, je pensais avec la lumière, il allait prendre les empreintes et tout ça. Non, vraiment pas. Okay. C'est correct parce que je me suis dit, ces criminels-là qui ont fait ça, là, cette arnaque-là, c'est correct. Ils ont pris mon argent, mais ils ont oublié de prendre mon intelligence. Oh. Ça, c'est... Hein? Les pauvres. J'ai dit, OK. Je pense qu'ils ont tombé un peu sur la mauvaise victime. Okay. Parce que dans ma tête, je suis mère de 3 enfants, puis je suis capable d'assumer. Tu sais, je venais de vendre un portfolio immobilier. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'était même durant le COVID où les gens perdaient leur job. Tu sais, on n'avait pas de ressources financières, puis... c'était un peu négatif globalement. Ouais. Puis moi, j'étais dans une situation plus fortunée, mais mes voisins fréquentent le centre d'achat, là, des familles, des gens. Puis ils se font arnaquer sur des nouveaux appareils. Puis la police, elle s'en fout. Elle n'est pas capable d'assumer ce genre d'arnaque. Parce qu'elle ne connaît pas ça? Non, parce qu'ils n'ont pas les ressources, premièrement. Okay. Ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Premièrement. Déjà, ils n'ont pas assez de ressources pour le crime qu'on a sur la rue, là, comme les vols normaux, là, comme d'un verre. Imagine quand il y a un exploit d'un hacker. Alors, les hackers, ils vont utiliser des logiciels piratés qui se cachent derrière des processus légitimes. Alors, tu ne vas pas le voir, là. Tu vas voir une application Safari qui ressemble à une application Safari, mais ce n'est pas une application Safari, c'est une application qui a été altérée. Alors, mais comment tu prouves ça? Oui. Tu sais, comme le protocole Internet, là, on utilise tout l'Internet, mais on le voit dessus. On peut-tu mettre le doigt dessus? Non. Puis c'est très rare à comme expliquer c'est quoi l'Internet, comment ça fonctionne, comment tu le donnes sur un... Oui, c'est complexe. Alors, imagine quand tu as un système d'application iOS, puis tu dois prouver comment quelqu'un a manipulé le iOS, un appareil, une carte SIM, la transmission, la sécurité, le networking, le Bluetooth, toutes ces affaires-là, comment il a hacké tout ça pour être capable de contrôler mon iPad à distance. C'est fou, là. Alors, c'est sûr que la police m'a dit « Madame, t'es folle. » Les avocats, les experts qui trouvaient absolument rien. « Ah oh non, madame, tu sais, t'as sûrement touché de quoi là, qui n'était pas correct. » Je suis comme « OK. » Puis tout le monde disait « Non, t'es folle, juste, tu sais, like, let it go. » Swallow it. Ouais. Mais, puis, tu sais, comme, tout le monde tu sais, comme il me regardait comme une folle parce que je ramassais de la preuve, j'amenais de la preuve à la police, puis tout ça. Alors, je suis ici pour vous dire, là, que j'ai redéfini le mot « folle ». Dorénavant, ça va être un compliment. Parce que, tu sais quoi? J'ai tourné la table, puis j'ai tout écrit comment il a exploité l'appareil. OK. Alors, le gérant qui me l'a vendu, c'est un expert en développement d'applications, en développement de toutes sortes de trucs. Alors, c'est sûr, les développeurs, ils ont une ouverture, un esprit d'ouverture de connaissance à comment manipuler et débugger des cellulaires ou des appareils. Puis les gens ne savent pas que souvent, quand on achète des appareils, tout ça, bien, il y a des services légitimes d'Apple ou d'autres fournisseurs qu'on peut tester des applications qui sont en mode de développement. OK. Mais ces applications-là, ils n'ont pas passé le test sécuritaire d'Apple ou d'autres plateformes. C'est juste comme des applications à tester. Ils sont en bêta. Oui, ils sont en bêta. Et souvent, les développeurs, ils peuvent les tester soit sur leur plateforme d'ordinateur ou sur des vrais appareils. OK. Puis la seule chose que tu as besoin, c'est le numéro de série. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la boîte. Rien. Juste le numéro de série. Ah ouais. Alors, c'est qui est dans la meilleure place Pour faire ça? pour faire ça?
Un vendeur. Ceux qui, tu sais, sont très proches de l'inventaire. C'est fou. Mm-hmm. Puis est-ce que tu étais targeté ou est-ce qu'il Non. y a un seul moment où tu as pu mentionner? Oui, c'est ça. Ben, exactement. Sûrement que les gens se font profiler ou cibler, mais c'est tellement facile. Tu rentres plein de numéros de série de tout ton inventaire dans des plateformes de développeurs et tu te fais pousser des profils de configurateurs. Est-ce que j'ai été profilée? Peut-être pas au début ou peut-être tous les appareils sont comme tu sais, comme ont été compromis. Mais quand il m'a demandé quel iPad que je voulais, parce qu'il ne l'avait pas en stock, j'ai dit, c'est juste pour un porte-monnaie numérique, le 62 gigs. Parce qu'on avait le choix entre le 128 gigs puis le 62 gigs. Alors, c'est le seul moment que... Puis là, c'est là qu'il quitte, qu'il part 20 minutes avec l'appareil entre les mains. À quelque part, les télécoms devraient faire très attention à qui manipule et la surveillance des employés qui manipulent nos appareils parce que ça fait partie de nos vies. Un appareil, c'est copier-coller de notre personne. Ouais. Alors, tous les trucs qui nous sont privés, confidentiels, et on peut utiliser même les appareils pour compromettre des gros réseaux. Comme si on travaille pour le gouvernement ou Hydro ou n'importe quoi, on ne veut pas compromettre les réseaux de nos places de travail. C'est vraiment un cercle vicieux. Puis c'est malheureux à dire parce que quand on amène ça à la police avec toute la preuve, c'est des gars de la Russie, c'est des gars de l'Inde, c'est des gars de l'Iran, la Corée du Nord. Non, ils sont ici. C'est juste parce que vous enquêtez pas, puis vous pouvez pas enquêter, vous n'avez pas les outils. Quelques-uns, la SQ a des outils, la GRC a des outils, parfait. Ils sont capables de plugger puis d'extraire, mais ils sont pas capables d'analyser un exploit, là. C'est pas un gars de la GRC ou un gars de la SQ qui va faire une analyse d'intrusion. Il y a très peu de gens dans le monde qui sont capables de faire qu'est-ce que moi j'ai fait. Puis en général, c'est comme une analyse d'intrusion technique. Je sais, je connais tous les experts là, comme à travers le monde, alors je sais qui est capable de faire quoi. Là. C'est fou, elle. Ouais. Puis à quel moment est-ce que, de ce que je comprends, c'est que tu as toi-même été mis en cellule? Oui, c'est ça. Ben, à cause que la police n'est pas venue à mon aide, puis ils n'ont même pas pris de rapport, j'ai dit, OK, je vais faire une ruse. Là. J'ai plein de paperasses de droit là, avec des sceaux, qui ont de l'air comme des papiers d'inspection. Okay. Alors, j'ai mis ça dans ma mallette. Puis ça, c'était une couple de jours après le vol. Et je suis retournée à la boutique un dimanche matin, à 10 heures, là, quand ça l'ouvrait. J'ai laissé mes enfants à la maison. J'ai amené ma mallette. Je l'ai ouverte. T'sais, je suis cliente. J'ai le droit d'être là. Tu sais, je suis pas si épeurante que ça, là. J'ai pas 3 têtes, là, que les gens vont avoir peur de moi. Alors, j'ai dit, écoute, j'ai acheté un iPad, puis c'est pas normal qu'en une demi-heure, là, je perds tout l'argent, puis comme, tu sais, je vais sur un site, sur un iPad vierge, puis je me fais voler. J'ai dit, ben le gérant, il travaillait pas. Il était comme en congé, alors ils l'ont mis sur speaker. Puis j'ai dit, s'il te plaît, tu sais, on le voit sur les caméras parce que par ensuite, j'ai eu les enregistrements vidéo de ma transaction avec le gérant le dimanche et quand j'ai été mis en cellule. Là. Alors là, je suis en train de le supplier. Je suis mère de 3 enfants, redonne-moi le Bitcoin, puis comme on va tout laisser faire. Sinon, tu sais, je vais te poursuivre parce que regarde, j'ai toute la paperasse ici qui dit que c'est toi. Il dit non. Entre-temps, il appelle la police et la sécurité. Alors, il y a comme plein de police qui arrivent. Il y a la sécurité. Il m'entoure. Puis je bouge pas, là, je suis de même, là, comme on me voit là, sur le vidéo. Puis, tu sais, ils me prennent le cellulaire des mains, tu sais, quasiment garage vers un bureau privé. Puis là, ils sont en train de me questionner. Je suis en train de pleurer. Je leur explique la situation. Puis c'est malheureux que ils n'ont pas le réflexe de dire « télécom, fraude, SIM-swap, quelque chose ». Il n'y a rien qui a allumé pour la police ce matin-là. Ils ont sûrement oublié de prendre leur café.
Alors, j'essaie de les expliquer, j'essaie de... Non, ils ne voulaient rien savoir, puis ils m'ont mis en état d'arrestation parce que le gars qui était en haut-parleur à la maison, chez lui, loin, ou ce que je sais pas ce qui est, a trouvé ça très intimidant et menaçant. Alors, ils m'ont mis en état d'arrestation. Puis au lieu de me faire signer, comme un avis une demande de comparution, une promesse de comparution, il fallait que je me rende au poste. Puis je suis comme, OK, je vais prendre ma voiture. Et ils ont dit, non, tu viens dans le char de police. Je suis comme, quoi? Ouais. Quelle honte, là. Comme, tu sais, je suis comme... d'habitude, je me promène pas en voiture de police, là. C'est comme, aïe, grosse débarque dans la vie, là. Alors, je me rends au poste de police, puis effectivement, ils me mettent en cellule. Puis c'était vraiment ce moment-là qui a tourné pour moi. Tu sais, des fois, je suis pas très religieuse, mais, tu sais, comme, je crois beaucoup dans le karma. Je crois beaucoup que, tu sais, comme, il y a quelqu'un en haut qui surveille, puis que si on leur demande, puis on a toute une raison dans la vie, puis on rencontre des gens dans la vie à un certain moment. Ouais. Il y a toujours une idée ou un... comment on dit ça? Like a greater purpose à tout ce qui nous arrive. Même si c'est négatif, là, j'essaie de toujours regarder le silver line. Je prie à Dieu, je dis, écoute, montre-moi un signe que je suis supposée d'aller en cellule de détention, parce que celle-là, je la comprends pas, là. Je viens juste de perdre plein d'argent. Puis là, je suis comme, là, ils me mettent en cellule. Ouais, alors là, je rentre dans la cellule, puis c'est là que c'est mon moment que je le répète tout le temps. J'allais m'évanouir là, quand ils ferment la porte de métal, puis comme je me tourne, puis écrit en gros, parce que, tu sais, les gens, ils graphinent les noms, puis ils graphinent des trucs quand ils attendent. C'était écrit en gros, là, 2 fois, le nom de famille de mes enfants. Puis c'est un nom de famille italien, puis c'est pas mon ex, là, qui est allé en cellule de détention. Alors, je suis comme, oh shit. C'est comme, wow, une lumière, là, comme réconfortante, moi, comme pris en main. Puis c'est là que je me suis dit, Andréa, là, il faut pas que tu aies confiance à la police, à personne. Là, ça va être ta job, là, de tout décortiquer ça, là, parce que c'est une grosse menace, pas juste pour toi, de qu'est-ce qui m'est arrivé, mais pour le public. Là. Oui, définitivement. Puis t'es ici parce que dans ta tête, faut que quelque chose s'allume. Oui, un spark. Un spark, exactement. Puis aussi un désir, puis un sense of duty. Puis j'étais fâchée. Puis comme des fois, là, la rage, là, ça peut t'aider aussi. Elle te pousse vers un autre niveau, là. Alors, quand finalement, après 12 heures de détention, il m'interroge et tout ça. Alors là, il me relâche. Et c'est là que... c'est sûr qu'après la plainte, elle a tombé parce que le procureur de la Couronne a dit il n'y a même pas de raison, là. Alors, mais le lendemain, là, je me suis frisé les cheveux, maquillée, je me suis mis belle. J'ai reçu du monde à la maison comme si rien n'était, là. Puis j'ai dit, ils vont pas fracasser ma résilience. Oui, 100%. Je vais leur montrer qui est boss. Tout un événement, ça, pareil. Ouais. Se ramasser à se faire voler pour se ramasser soi-même en prison après. Ouais. Mais tant mieux si c'est l'événement quand même, comme on l'a dit. Déclencheur. Oui, parce que moi aussi, j'en ai eu beaucoup d'événements déclencheurs, puis moi aussi, j'ai été en cellule plus qu'une fois. Mais c'est ce qui fait que la... Peut-être t'étais à côté de moi peut-être c'est moi qui a fait... je dormais, puis j'ai fait... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, on se recroise. Nous revoilà. Fait que de ce que je comprends, c'est que par la suite de ça, tu t'es mis à apprendre un peu le piratage. Est-ce que c'est directement... Non, ben j'ai fait plus une reconnaissance militaire. Alors, de qu'est-ce que je savais de comment monter un dossier juridique, je ramassais de la preuve, puis de la preuve, puis de la preuve. Sur le gérant, sur qu'est-ce que le gérant faisait. On appelle ça de la reconnaissance puis du profilage. C'est un peu qu'est-ce que les cybercriminels font sur nous quand ils veulent nous cibler pour des arnaques. Là. Ils vont voir, tu sais. Alors, on fait la même chose au niveau de, tu sais, quand on veut faire une analyse d'intrusion. Alors, c'est un peu quand il y a un incident puis qu'on veut commencer à faire un profil de ceux
qui peuvent être un peu les attaquants ou les suspects et tout ça. Alors moi, j'avais aucun biais parce que, tu sais, je connais rien là-dedans. J'ai juste pris des éléments de preuve. OK. Qui connaît l'existence de ce iPad-là? Ouais. Alors, quelles informations les gens qui sont venus en contact ont sur moi, sur l'iPad? Alors, c'est pas que je pointe le doigt à la première personne. Non, je suis allée de façon avec qu'est-ce que j'avais appris en droit, d'une façon très un peu linéaire, juste à prendre des éléments de preuve et après ça, tu pivotes, tu fais des liens et tranquillement. Alors, c'est sûr que dans ce cas-ci, il y a très peu de gens qui ont manipulé cet iPad-là ou qui connaissaient l'existence. Alors ça m'a aidé. Et je ramassais de la preuve. Puis j'ai commencé à ramasser de la preuve sur des réseaux de partage d'intelligence cyber. Alors, je me suis quand même familiarisée un peu comment faire des recherches, des IP history, des reverse history, de voir l'adresse qui était dans mon iPad, sur quelle adresse IP il habitait, c'est quoi l'historique de cette adresse IP, qui est le Internet Service Provider, qui était une infrastructure russe là, très connue pour aider les cybercriminels. Okay. Alors, chaque fois que je ramassais de la preuve, je suis comme « Oh shit, c'est vraiment comme une histoire de Netflix. Là. Personne ne va me croire, là, je te jure, là, comme incroyable. » Alors là, et j'ai commencé à apprendre un peu plus c'est quoi l'Internet, les adresses IP. Je connaissais rien là-dedans, là, comme je demandais aux gens, appelle-moi sur le téléphone, là, comme même les textos, c'était comme achalant dans ce temps-là pour moi. Alors, imagine d'où ce que je venais, là, c'était vraiment de zéro, là. Et là, je commençais à apprendre des trucs et je me suis acheté comme un laptop de gamer. Alors, j'ai dit, OK, laisse-moi commencer un peu juste avec l'achat d'une plateforme qui ressemble à qu'est-ce que les gamers, qu'est-ce que, tu sais, j'imaginais un peu dans ma tête. Ouais. Là. Et j'ai acheté ça. Après ça, tu sais, comme j'ai mis des plateformes de hacking, tu sais, comme très poussées, là, que les grands hackers de tous les groupes là, de hacking utilisent, à me familiariser avec ça. J'ai regardé un peu c'était quoi d'aller dans le dark web. Là. C'est vraiment comme rentrer dans l'enfer. Là. Alors, même maintenant, j'essaie de même pas aller dans le dark web parce que c'est vraiment horrible comme place. J'ai entendu bien des histoires. C'est laid, là. Honnêtement, ça me dégoûte. Puis... mais dans mon travail, je n'ai pas vraiment besoin d'aller à ce point, tu sais, comme dans le dark web, là, une chance. Mais je comprends comment ça transige et je comprends l'infrastructure qu'ils utilisent, le malware qu'ils utilisent et comment ils la transforment une fois qu'ils se font, tu sais, comme... quand c'est exposé, ben ils doivent changer l'infrastructure, doivent changer le malware, tout ça. Alors, c'est là que j'ai commencé à jouer avec des modules de hacking, faire des trucs d'ingénierie sociale, tu sais, des fausses pages, des spoofing. Okay. J'ai commencé à acheter des gadgets pour faire de clonage de cartes, clonage de fréquences NFC, RFID. Et juste de me familiariser avec tout le hacking. Comme ça, j'allais comprendre un peu et mettre, tu sais, comme faire des liens, mais il fallait que j'apprenne tout, même dans le deep dive de recherche dans le Pegasus. Après ça, le Pegasus, il y a le Forced Entry. C'est tout comme, tu sais, des logiciels de piratage les plus poussés, les plus performants. Alors, j'ai toujours dit, je vais apprendre du plus compliqué, comme ça, le reste, ça va être facile. Puis ma mère a dit, ben, personne ne va t'écouter, comme tu ressembles pas à, tu sais, comme un hacker ou quelqu'un, même d'intelligent, des fois, tu sais, comme les gens, ils me regardent puis ils disent, ah, OK, la dame blonde, là. Est-ce que c'est toi, Anonymous? Oui, non, c'est ça. C'est vraiment une blonde, là, derrière le gars, oui, c'est ça, exact. Alors, elle dit, ben, personne ne va te croire, là, même si tu as tout ça de ramasser, même le travail de recherche que tu fais. Alors, j'ai dit, ouais, t'as raison, OK. Je vais essayer de légitimiser un peu mes connaissances. Alors, c'est là que j'ai suivi un cours de Cyber Threat Intelligence au prestigieux SANS Technology Institute. Alors, j'avais les meilleurs dans l'enseignement.
c'est des gars qui travaillaient comme pour la CIA, NSA et tout ça. Alors, c'est un certificat un peu plus poussé que juste la cybersécurité. C'est vraiment de tout regarder l'ensemble de la cybersécurité et de faire une diligence et de créer des renseignements de sécurité. Okay. Alors, une expertise, c'est une expertise, mais des renseignements de sécurité, c'est beaucoup plus poussé. Et ça m'a donné un peu le vocabulaire. Ça ne m'a pas montré comment faire du hacking. Ça m'a juste donné comme la formule de faire une bonne analyse d'intrusion. Alors, quand on a un incident, où commencer puis où finir? Okay. C'est ça que j'ai réalisé, que les gens ne savent pas comment faire. Comme la police, elle ne sait pas comment enquêter. Elle ne sait pas où commencer dans un hack là, avec un appareil. Et ils ne savent pas comme la preuve qu'ils doivent ramasser au début puis comment progresser à travers. Ça s'appelle le Cyber Kill Chain. Alors là, j'ai tout appris ça. J'ai suivi des études à Harvard par la suite. Puis là, je viens juste de finir un programme de cybersécurité de recherche à MIT à Boston. Ouais. Assez intense comme... Ouais, je suis dure à battre. Ben, il y a comme une assez grosse transition entre passer le God. droit, l'immobilier, la prison. La prison, oui. Puis dans cette transition-là, justement, quand tu as vendu ton portfolio, cette aventure-là, est-ce que tu faisais quelque chose à ce moment-là ou comme toute ta transition par la suite vers ce que tu fais aujourd'hui, vers toutes ces études-là, ces recherches-là, ça t'a été du temps libre ou tu t'es juste mis à 200% tout ton temps vers ça? Comme ça se passait comment à ce moment-là? Ben, grâce au fait que j'avais vendu le portfolio immobilier, moi, je me disais, parfait, je vais prendre ma retraite en bikini, mojito, et la vie est parfaite. Hein? Mais non, effectivement, grâce au fait que j'avais pas un emploi de 9 à 5, j'ai pu consacrer et j'ai consacré. Et pour faire qu'est-ce que j'ai fait, là? Puis tout ce que je savais en 6 mois là, du vol. C'est juste que là, j'ai comme vraiment poussé mes connaissances à un niveau comme hors limite. Là. Et grâce à ça, ben là, c'est devenu un emploi, c'est devenu comme ma carrière parce que j'ai vu qu'il y a une nécessité là, absolue d'être en cybersécurité, de faire, tu sais, je mitige des attaques de rançon. Là. Alors, la société a besoin d'une voix pour les victimes, a besoin d'une personne assez technique comme moi qui est capable de protéger, d'aider les organisations, les corporations, les individus à se protéger adéquatement. Puis aussi, tu sais, ils ont volé mon argent, alors je leur retourne la faveur. Ouais, le pire, c'est qu'il y en a vraiment, je sais, énormément des hackers. Puis je veux dire, j'écoute souvent ça sur YouTube, c'est un gars qui hack en retour les gens qui hackent. Puis c'est, mettons, il va réussir à soit réobtenir les sous ou à empêcher une transaction d'arriver. Puis tu vois des personnes, des fois, des madames de 70 ans qui se font envoyer quoi, qui pensent par, je veux dire, n'importe quoi, comme si c'était Belle ou whatever quoi, puis qui doivent envoyer de l'argent par une enveloppe pour rembourser telle affaire. Puis ils se font vraiment avoir, mais ils sont pas dans cette génération-là, dans cette compréhension-là. Puis c'est intense, l'Internet, là. Même pour nous qui est en plein dedans, je suis sûr que je fais plein de choses qui sont pas réellement sécuritaires, puis que j'aurais besoin de tes conseils un jour. Non. On fera un autre épisode avec juste plaisir, pour la juste sécurité. De conseils, oui. Mais effectivement, c'est ça. J'essaie de vraiment empiéter sur leur travail de hacking ou de rançon et tout ça. Alors, avec un penchant plus vers la crypto ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Je travaille pour des organisations canadiennes ou mondiales même qui se font... figés par du ransomware, des rançongiciels. Et, tu sais, ils se font demander des rançons, puis... paye pas de rançon, moi. Non, je vais tout faire, là, même dans mon propre temps. Tu sais, j'offre beaucoup de mon temps parce que je vais pas dormir jusqu'à temps que je réussisse. Puis souvent, tu sais, les cybercriminels, ils vont travailler sur les émotions, sur le fait que les gens connaissent pas la technique, là. Ils savent pas comment les logiciels malveillants se propagent dans un réseau. Mais quand tu connais la technique là, des cybercriminels, puis tu sais comment ça fonctionne, puis tu sais où regarder, moi, je les ignore. Là. Ils vont pas faire des millions si je rentre dans le dossier. No J'adore ça. J'adore ça. La super-héroïne de la cybersécurité. Alors, là, ce qu'on veut savoir, est-ce que ce dossier-là que tu as perdu ton argent est réglé?
Non, c'est pas réglé. OK. C'est devenu un des très gros dossiers contre... je sais pas si je peux le dire, là, mais... C'est toi qui Moi, sais. ça me dérange pas parce que c'est public. Alors, Vas-y, c'est vas-y. contre Belle Mobilité. OK. C'était dans un kiosque Virgin, qui est sous la filiale de Belle Mobilité. OK. C'est dommage parce que, effectivement, c'est des choses qui ne se font pas enquêter adéquatement par les forces de l'ordre. Alors, déjà là, tu sais, c'est pas un dossier criminel. Ouais. Il n'y a pas d'enquête. Mais j'ai tellement enquêté pendant 3 ans. J'ai tellement... même avec très peu de... C'est quelque chose que j'ai enquêté pendant 3 ans, mais ça va me prendre 10 minutes à expliquer. OK. Tu sais, avec quelqu'un qui n'a pas de connaissances, parce Ouais. que je suis allée chercher les fichiers malveillants qui sont en texte, là, que tout le monde peut lire, puis de démontrer comment il a détourné. Puis là, après 3 ans, là, comme quand je passais les fichiers dans des plateformes qui faisaient des scans de malware, comme VirusTotal, ça sortait pas comme du malware. Mais 3 ans plus tard, avec les recherches, avec tous ceux qui mettent, tu sais, qui font un partage d'intelligence, partage de fichiers, font des recherches dans le malware, puis on a Ouais. des signatures et tout ça. Mais là, toutes ces applications-là sont en rouge, là, tout du malware, et ça dit quel type de malware qui a été utilisé. OK. Alors, les pauvres, oui. Alors, c'est en cours supérieur, contre Bell, puis c'est quand même un gros montant, c'est 12,6 millions. Autant. Juste parce que, tu sais, c'était beaucoup de mon temps. Il Ben faut oui. payer d'habitude une expertise, mais c'est un cas inédit. Qu'est-ce que tu fais avec un cas inédit qu'il n'y a pas d'expert? Ouais. La police n'est même pas capable. Alors, c'est un dossier qui va changer, que moi, je veux même amener en cours. Ça ne me dérange pas parce que en allant en cours, on va faire jurisprudence puis on Ouais. va faire avancer les choses. Les entreprises, là, s'ils ne font pas qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire pour protéger le public, là, s'ils vont être négligents, Ouais. ben ils vont payer la note là, en dommages, soit par des individus comme moi ou par un groupe d'individus. Ouais. Il faut que ça l'arrête, là, comme enough is enough. Soit que tu fais une diligence sur tes employés, surtout si tu es une infrastructure critique comme le télécom. Il faut que tu veilles à tes employés encore plus. Il faut que tu surveilles la manipulation de tes appareils, de ton inventaire. Il faut que tu mettes en place des politiques très restreintes. Puis ils peuvent dire, on fait tout. Non! Hey! Attaque de rançon, data breach, exfiltration. Vous faites pas. Ouais. Puis moi, je sais parce que je peux identifier qu'est-ce que vous faites pas. C'est fou. Fait que tu sais exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui. That's crazy. Oh, j'ai comme des... Il fallait que je mette ça même dans une application, là, comme structurer tous les indicateurs de compromis. Je les ai tous sortis. Dans un fichier de l'extraction Celebrate, il y a 181 000 fichiers à ouvrir. Je les ai ouverts toutes. Je les ai ouverts toutes. Alors, comme j'ai dit, j'ai hâte parce que ça fait 3 ans. Alors, je suis sûre qu'ils vont tout faire pour se zigonner hors Ouais. de ça. Mais je suis aussi ici pour avertir le public que ça se fait. Ils peuvent cacher tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se défendre comme qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas été corrects parce que, premièrement, 3 ans ont passé, puis ils n'ont rien fait. La police a pas questionné le gérant. « Hey, il y a une madame folle qui a acheté un iPad. Elle a dit que personne n'a questionné l'individu qui a manipulé le iPad. » Puis, en plus, chez Bell, tu sais, j'ai tenté de porter 2 chapeaux. J'ai dit, écoute, oui, je suis la victime, mais je vais vous aider. Je vais vous aider. Regarde la preuve. Regarde où est-ce qu'elle se trouve, la preuve. Ouais. Regarde qu'est-ce qui se fait chez vous. Tu sais, comme, il faut éliminer ça. Non. La job est faite à cette heure au complet. Oui, je leur dis des fois, comme, tu sais, dans votre expertise, pour que ça va plus vite, là, allez voir ce fichier-là, puis ce fichier-là, puis ça, puis ça. Il n'y a personne qui a un dossier contre Bell là, qui fait ça. C'est comme une première? C'est une première. C'est une première. Ouais. Bien, le fait que j'ai tourné la table sur le
les criminels pour les exposer, puis exposer un exploit de cette nature-là. Et maintenant que je travaille à un haut niveau en cyber, ça n'a jamais été fait dans le monde, là. Je suis peut-être une des seules femmes, je ris tout le temps, je suis peut-être les seules femmes italiennes là, qui a comme mitigé une attaque de rançon. Je pensais à ça l'autre jour, tu sais, je suis comme, une première. Mais je ris avec mes amis parce que, tu sais, je suis pas connue pour quelque chose d'intéressant, tu sais, je suis pas chanteuse, tu sais, je cuisine, mais tu sais, comme pas à télé. Tu sais, il y a des filles qui font Haktouya, puis ils ont un contrat, puis ci, puis ça. Puis moi, je suis en train de sauver des gens d'attaques de rançon, mais nobody cares. Alors, je trouve ça drôle. One day they will care. Ouais, ils n'ont pas le choix, comme un moment donné. Mais c'est correct, tu sais, je le fais pour protéger d'autres familles, d'autres personnes, des individus. Tu sais, je protège même la police, le gouvernement, tout le monde. Puis c'est correct, moi, ça me fait plaisir juste à comme empiéter sur leur crime. J'adore ça, c'est excellent. C'est le temps du segment Shop Santé qui sont nos amis et sponsors du podcast. À toutes les semaines, on reçoit des questions du public. Des fois, c'est directement pour toi, des fois, c'est par rapport à ce que tu fais. Là, j'ai mis beaucoup autour de la cybersécurité ou crypto. Puis j'ai mis une petite question de ma part aussi à l'intérieur. Fait que j'ai Marie-Ève qui dit « Je me suis moi aussi fait hacker en 2021 et on a usurpé mon identité pendant plusieurs semaines pour extorquer de l'argent à des hommes en ligne. Quel conseil de protection donnerais-tu à quelqu'un qui vient d'acheter un nouveau cellulaire ou comme toi, iPad ou whatever, pour ne pas se faire hacker et voler dans la même situation que toi? » Ça, c'est une difficile question parce que il n'y a aucun signe quand vos appareils sont compromis. Très rare d'avoir un signe. Soyez sûr où vous allez acheter vos appareils. Ce n'est pas le temps d'aller au marché aux puces et tout ça. T'sais, les appareils, c'est important. Là, il faut investir dans les appareils, même quand on les fait réparer. T'sais, je sais qu'on veut essayer de réparer, sauver nos iPads, mais coupez à quelque part pour investir dans vos appareils. Changez-les fréquemment, faites vos updates. Des hacks comme les miens, je souhaite que ça ne s'est pas trop propagé là, dans le télécom. Puis là, je vais l'exposer de plus en plus. Alors, ils n'auront pas le choix de mettre des mesures en place parce qu'il ne faut pas arrêter jusqu'à... Je l'ai présenté au Centre de cybersécurité, l'infrastructure canadienne, à la RCRS. Alors, tout le monde sait, là, j'ai crié après tout le monde. Puis, de plus en plus, moi, je vais pousser pour qu'il y ait des meilleures mesures puis que les entreprises prennent ça au sérieux, puis ils vont devoir se responsabiliser. Alors, déjà là, des dossiers comme les miens, d'aller public aussi, de faire une certaine sensibilisation, comme là, elle demande une question, elle met ça dans le public, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ton podcast? Tu sais, soyez fiers parce que là, vous sensibilisez le public à des menaces là, imminentes, là, comme dans un centre d'achat en Rive-Nord. Alors, d'en parler, ça va être dur pour le public normal là, de reconnaître, c'est comme un appareil compromis. Mais mettez, tu sais, le 2FA dans toutes vos applications. Ouais. Ça, c'est la chose la plus importante, je dirais, le 2FA. Nettoyez un peu vos vies, vos appareils. Quand on parle de cybersécurité, c'est comme se demander qu'est-ce qui est important pour nous. Ça fait partie de nos vies maintenant, la cybersécurité. Puis c'est pas juste un mot technique. Ouais. La cybersécurité, c'est se demander, OK, qu'est-ce qui va rendre nos vies plus sécuritaires, mieux? C'est un questionnement. Qu'est-ce qui est cher à protéger? Qu'est-ce qui vaut la peine à protéger? La cybersécurité, c'est pas une affaire technique, c'est un questionnement de vie. Tu te dis, là, je vais faire une liste de qu'est-ce que je veux protéger. Puis protégez-la. Ouais. Puis prenez pas de risques, là. Vous allez pas trouver de l'amour là, en vous échangeant de la crypto. Je vois plein de choses, même comme en ligne. Tu sais, t'achètes de quoi, là? It sounds too good to be true, là. Laissez faire, là. Trust your guts. Trust your guts. Votre instinct, là. Ouais. Si j'aurais pas écouté mon instinct, j'aurais eu rien aujourd'hui. J'aurais sûrement comme tout perdu.
Alexandre qui demande, est-ce que tu crois à la devise « Not your keys, not your coins » ? Oui, absolument. Oh OK. my God, oui. Veux-tu l'expliquer peut-être pour Je les vais gens qui, l'expliquer, à la maison? exactement. Il y a plusieurs moyens d'acheter du Bitcoin. J'avais expliqué ça dans d'autres podcasts, que tu peux investir dans des fonds d'investissement maintenant. Il y a plusieurs grosses banques qui ont créé des fonds d'investissement avec du Bitcoin. Ça, c'est correct. Ça, c'est une façon, si tu ne veux pas te tracasser avec les wallets, le hardware. Tu peux aller vers ces fonds d'investissement-là. Tu peux aussi investir dans des entreprises qui investissent dans leur trésorerie, qui achètent du Bitcoin ou qui investissent dans la technologie blockchain ou Bitcoin. Mais qu'est-ce que je recommande, là, si vous voulez faire de l'argent dans le futur, c'est de vous acheter vous-même vos propres Bitcoins. Pour ce faire, tout dépendant des montants, si c'est un montant comme, je dirais peut-être 50 000 et moins, 20 000 et moins, et tout dépendant de combien ça vaut dans ta vie. Là. Ouais. C'est tous tes avoirs, c'est différent. Il faut vraiment la sécuriser encore plus et vous acheter un cold wallet, un ledger, alors quelque chose qui va tenir votre Bitcoin en ligne sans les garder sur des plateformes. Mais si vous donnez vos clés ou vos mots, seed words, à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un dit « Va acheter des bitcoins, on est une entreprise bitcoin, on va vous acheter des bitcoins, envoyez-moi de l'argent, cassez-vous pas la tête, tu sais, c'est trop technique. » Non. Si vous donnez vos clés ou quelqu'un d'autre a la garde de vos bitcoins, c'est pas vos bitcoins. Ouais. Le bitcoin, c'est comme de l'or, on va dire. Alors, si vous avez pas la barre d'or là, entre vos mains, c'est pas à vous, là, c'est à la personne qui a la barre d'or là, entre ses mains. Ou au site, ou n'importe quoi. une application que tu as achetée au crypto.com. Ouais. Alors, fiez-vous pas à des plateformes méconnues. Allez dans les gros joueurs, là, comme un crypto.com ou comme des plus gros joueurs comme ça, qui offrent au moins une assurance, entre guillemets. Là. Puis aussi qui ont une bonne gestion. Tu sais, comme Crypto.com, ils ont une carte Visa. Alors, Visa est rattaché à eux. Plus que tu as de gros noms, plus que tu as des gens qui sont investis, des grosses corporations qui sont investis et qui veulent pas des choses négatives affectent leur réputation. Mais si tu as des petites plateformes, des gars sur Instagram, des gars sur pas rapport, puis vous les voyez en Lambo, là, puis ils veulent vous impressionner, bien, ces Lambos-là sont achetés avec votre Bitcoin, pas avec les avoirs là, qu'il a fait, là. J'adore ça. Juste bon faire attention que maintenez vos clés, parce que comme ils disent, it's your keys, your coins. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y en a beaucoup justement qui font ça, qui vont acheter sur des grosses plateformes, mais qui vont souvent les laisser là. Et ça s'est passé dernièrement avec Binance, que tu sais, du jour au lendemain, ben, tu ne peux plus transiger ici, mettons, au Canada. Donc, c'est beaucoup de situations des fois que tu n'es pas nécessairement en contrôle, puis que tu ne sais jamais quand une fait faillite ou te fraude. On a vu des grosses même plateformes qui ont fermé du jour au lendemain, puis c'était des scams. Ça roulait depuis des années. Fait, des fois, c'est peut-être pas nécessairement un scam qui est fait pour ça dès le départ, mais à un moment donné, ils font juste se sauver. C'est pour ça que sortez-les offline. Le Bitcoin, c'est pas transactionnel, c'est une réserve de valeur pour le futur. Alors, sortez-les de les plateformes, gardez-les cachés là, le mieux que vous pouvez. Soyez bien organisés avec vos clés hors ligne, comment vous séparez l'information, à qui vous donnez l'information. Dès que la personne a cette information-là, si ce n'est pas une personne de confiance, ils ont accès à tes bitcoins ou à ta crypto. Mais gardez-les hors ligne pour longtemps. Oubliez qu'ils sont là. Puis un jour, vous allez nous remercier d'avoir eu cette discussion. J'adore ça. Question de ma part. Tu as parlé, je pense que tu as 3 enfants. Oui. J'ai moi-même 2 enfants aussi. Ils ne sont pas encore en âge d'avoir des cellulaires ou autre chose. Est-ce que toi, tu as mis en place peut-être un plan, appelons-le un plan de protection, quelque chose pour aider tes enfants contre la cybersécurité? Mais tu sais, on est quand même juste dans le domaine de l'Internet. As-tu des mises en place pour les protéger de l'Internet?
C'est sûr que je vis pas dans la peur. Même après, qu'est-ce qui m'est arrivé, ça me tente pas de vivre, tu sais, comme une peur et une panique, parce que je veux pas que les cybercriminels gagnent encore plus, là, qu'ils prennent encore plus de moi. Tu sais, comme, oui, il faut avoir des connaissances et s'il y a du monde qui partage comme des trucs et tout ça, d'utiliser les trucs. Mais grâce au service Internet à la maison, moi, j'ai Vidéotron. Je sais, c'est les compétiteurs à Bell, là, mais j'adore Vidéotron. Là, je ne sais pas pourquoi. Là, je les félicite à chaque fois que je raccroche le téléphone. Tu sais, un bon service à la clientèle. Je ne fais pas de pub pour eux, mais j'ai eu vraiment toujours du bon service de Vidéotron. Alors là... Et le code promo de... Oui, c'est ça. C'est le wrestling match là, entre les télécoms, mais bon. C'est correct. C'est pas... C'était juste dans mon cas, c'est arrivé comme ça. Ouais. Mais grâce à ton service Internet à la maison, on a les routers. Alors, on a les boîtes que vous avez là, qui propagent le Wi-Fi à travers votre maison. Bien, grâce à ça, il y a des applications. Toutes les gros télécoms ont des applications et tu peux contrôler beaucoup de choses. Ouais. Alors, je suis comme devenue Dieu là, chez moi parce que, ça ne m'écoute pas. Fais juste cliquer, t'es bloqué de ton Wi-Fi, t'es bloqué. Là, ils ont des cellulaires avec du data, alors j'ai perdu un peu ma puissance, là. Mais, tu sais, tu peux mettre des limites de quelle heure à quelle heure. Tu peux regarder les sites qui transigent. Tu peux bloquer des sites. Alors, grâce et utiliser ça à la maison pour vos enfants, moi, je suis pour la technologie. Alors, je le dis tout le temps. C'est correct de laisser les enfants aller sur la technologie avec une surveillance et de faire des choses éducationnelles. Je veux qu'ils apprennent comment manipuler la technologie et ça l'ouvre leurs esprits à beaucoup, beaucoup de choses. Il faut juste être sûr que ça ne les affecte pas négativement et qu'ils ne transigent pas avec des étrangers. Ouais. Mais grâce aux applications de vos compagnies de télécom là, qui vous fournissent votre Wi-Fi, Internet et tout ça à la maison, vous pouvez beaucoup contrôler. J'adore ça. Ouais. Puis, petite question improvisée comme ça, je sais que tu es quand même très Instagram. Ta vision, peut-être, social media pour les enfants? Je vais parler pour les enfants puis les adultes. Vas-y. Parce que, tu sais, les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Quand moi, je fais du profilage là, sur des cybercriminels, puis c'est comme des gros dossiers là, internationaux, des fois, là, souvent, je les pogne pas en faisant des hackings ou des trucs comme ça. Je les pogne par la stupidité. Ben oui. Ouais. Ils postent, tu sais, où ce qu'ils sont, alors tu peux comme checker l'adresse, où ce qu'ils sont. Il y a toujours comme un élément dans une photo. Ça s'appelle du OSINT, Open Source Intelligence. Okay. Alors, comme dans mon métier, là, la première chose, quand je veux trouver quelqu'un, puis je peux pas mal trouver n'importe qui dans le monde, c'est vraiment en allant sur les réseaux sociaux. Alors, limitez qu'est-ce que vous mettez, puis faites attention à vos photos. Même pour les enfants, c'est correct, les réseaux sociaux. Mais soyez clean dans qu'est-ce que vous démontrez là, au public, là, qu'il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de choses identifiables. Tu sais, tout le monde poste « Ah, c'est ma fête, nanana », puis ils aiment ça avoir tous les messages. Ah, OK, parfait. Date of birth. OK, t'as 25 ans. OK, j'ai ton année de naissance et tout ça. Alors, je peux ramasser tellement de choses sur les réseaux sociaux. Alors, je mets une parenthèse comme ça. Et aussi, il faut faire très attention parce que les gens se font hacker très facilement leur profil de réseaux sociaux. Alors, tu vas peut-être parler à un ami que tu ne vois pas face à face, puis tu penses que c'est ton ami, puis c'est des arnaqueurs. Okay. On voit ça tout le temps. Alors, les enfants, ils n'ont peut-être pas cette expérience de vie de se questionner puis de dire « Hey, c'est peut-être pas mon ami de 13 ans là, ou 15 ans qui me parle. » puis qui veut voir une photo de moi avec mon nouveau bikini, c'est peut-être un vieux lait là, de je sais pas quel pays. Là, qui a pris, c'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est qu'avec les enfants, tu sais, des fois que je prends des vidéos, j'essaie, mettons, de pas montrer mon adresse, j'essaie des trucs comme ça, mais tes enfants, tu le sais, qui n'ont pas ce réflexe-là. Non. Pour eux, on en a dans le quartier qui ils ont 8 ans, puis hey, c'est quoi ton Snapchat? Puis je suis comme, premièrement, j'ai pas de Snapchat, puis tu l'auras pas, tu as 8 ans. Mais ça passe dans la rue, puis ça fait des choses. Fait que tu le sais que ça filme tout et n'importe quoi. Fait que
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, pour un jeune, je veux dire, c'est normal de ne pas y penser mais c'est à nous de les éduquer vers ça. Puis, tu sais, les enfants, je les vois dire comme des éponges aussi, là. Ouais. Ils apprennent des bonnes choses, ils apprennent des mauvaises choses aussi. Je pense que si on a les ressources pour les éduquer dans cette lignée-là, moi, je suis très réseaux sociaux pour le travail depuis toujours. Mais ça me permet de voir aussi le mauvais de tout ça. Puis ça me fait des fois même un petit peu peur pour mes enfants. Ils sont vraiment pas rendus là. Mais ça me... Tu comprends? Dans le sens, comment que c'est là en ce moment. C'était pas ça, là, 5 ans puis là, 10 ans. Ça va être quoi dans 5 ans puis dans 10 ans quand mes enfants auront l'âge d'avoir leur propre téléphone puis ça? J'essaie de pas trop me projeter, là, une chose à la fois, là, mais... C'est vraiment à nous, en tant qu'adultes, de montrer un bon exemple et de les encadrer. Ouais. Tu sais, je donne la responsabilité aux entreprises au niveau de notre protection, au niveau des achats d'appareils, mais c'est à nous, à la maison aussi, en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant que communauté, de s'entraider. Ouais. Puis d'essayer de sensibiliser le public quand on peut. Mais surtout, quelqu'un comme toi qui est très public, tu peux être facilement une cible parce que tu as la confiance du public. Dès que quelqu'un a la confiance, ben quelqu'un va essayer d'exploiter cette confiance-là. Alors oui, il faut être très méfiant. Puis je le dis toujours, tu sais, il n'y a pas de limite à ce que les cybercriminels et les criminels en général vont faire pour t'arnaquer. Mais c'est pour ça, je pense que j'aimerais ça step up un peu sur ma compréhension de la cybersécurité. De mon côté, c'est tout le temps plus comment t'appelles ça, là, quand que tu te fais trop envoyer de trafic vers un site web. Là, Ça, c'est un DDoS. Bon, ça, j'en ai régulièrement. Sinon, ça va être des faux profils de moi puis des gens qui vont reach out. Ça, c'est souvent ça. J'ai pas eu... j'ai eu quelques hacking complets de Facebook. Là, puis là, ils réussissaient à s'envoyer un code de l'autre bord. Puis ça avait été quand même difficile avec Facebook de réussir. Puis ils me le faisaient à chaque semaine. Ils avaient réussi à trouver Puis je savais pas ça venait d'où. Puis finalement, on a réussi à régler. J'ai changé les mots de passe de l'ensemble de mes courriels. Parce que maintenant, souvent, ils connectent Facebook avec Instagram, avec WhatsApp. PayPal. Tout est rendu interconnecté, PayPal. Fait que c'est comme cool, mais en même temps pas cool parce que s'ils se connectent à un, ils peuvent se connecter aux autres. C'est un gros mal de tête. Puis il faut que ça soit un peu plus facile pour... Parce que moi, je me fais inonder. Aide-moi à revoir mon Facebook, mon Instagram a été hacké. Mais eux, ils ont leur processus, c'est comme leur façon de récupérer les profils hackés. Il faut que ça soit un peu plus facile. Alors, peut-être un jour, ça va être comme, tu sais, ton identité, puis tout ça. Il faut que tu démontres comme, un peu comme dans les porte-monnaies crypto, qu'il faut que tu prennes une photo avec la date, avec une identification. Comme ça, on peut récupérer. Ouais. Un jour, peut-être le blockchain va nous valider à faire des passeports un peu plus numériques pour être sûr que ça soit vraiment nous. Mais c'est effectivement, c'est très difficile une fois que tu te fais arnaquer de même, là, de tout décortiquer ça. Même si tu fais hacker comme carte de crédit, compte bancaire, ça l'arrête peu. C'est pour ça que là, il faut se prendre en main un peu. Puis les forces policières doivent faire de quoi, mais c'est surtout le gouvernement, là, comme... Branchez-vous, là. Je suis d'accord. Merci beaucoup à Shop Santé. Merci aux gens à la maison qui ont posé des questions aussi. Aujourd'hui, c'était super intéressant. Pour finir ensemble, j'ai envie qu'on parle un petit peu, malgré tout ce qui t'est arrivé, malgré ce vol-là, tu es encore excessivement fervente pour le blockchain, pour Bitcoin et compagnie. Oui. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, ça va continuer d'évoluer comme technologie? Puis qu'est-ce qui fait que tu es croyante aussi que le Bitcoin va bien atteindre le million éventuellement? Puis qu'est-ce qui te fait être aussi confiante envers cette technologie? C'est surtout au niveau de la technologie, de bien la comprendre. C'est pas en investissant 5 heures qu'on va comprendre la crypto, le blockchain ou le Bitcoin. C'est vraiment de comprendre c'est quoi cette technologie-là, c'est quoi le protocole. Qu'est-ce que j'adore, c'est on a vu à travers les années l'adoption. Oui. Tranquillement, comme les gens ont vu le besoin d'avoir un système monétaire, entre guillemets, décentralisé, qui appartient au public, qui est basé sur un algorithme. Il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de gouvernement corrompu, il n'y a pas une personne là derrière le Bitcoin. C'est basé sur l'algorithme, les mathématiques, la cryptographie,
Alors, c'est pas une cyberattaque, c'est pas un désastre naturel qui va affecter le Bitcoin. Et le Bitcoin, ça reste un outil pour tout le monde, là. On peut tout partager et prendre des décisions au niveau de nos finances, là. C'est pas quelqu'un qui va comme imprimer comme, du fiat ou la devise qui va gérer combien notre devise vaut. Puis aussi, les guerres et tout ça se font parce qu'on est capable d'imprimer de la devise comme qu'on veut et financer les guerres. Ouais. Puis le Bitcoin, là, il va juste en avoir 21 millions. Ça va être dur quand le pouvoir là, va appartenir globalement au public de décider de continuer à financer des guerres et tout ça. À un moment donné, là, tout ce pouvoir-là au top de la pyramide là, va se rééquilibrer grâce au Bitcoin. Puis je pense que c'est un peu ça. Oui, je vois la valeur de la technologie, de la monnaie. C'est comme acheter de l'immobilier en cyberespace. Ça va prendre la valeur plus qu'il y a d'adoption, plus qu'il y a de règlements, plus qu'il y a de technologie pour protéger les avoirs. Mais moi, je vois le Bitcoin comme une solution économique. Parce que là, c'est pas fort. Hein, c'est pas fort. Pas fort, oui. Pas commenter là, sur les marchés, tout ça. On peut avoir une grosse discussion là-dessus. Mais ça donne une option à des gens, même des gens qui n'ont pas de système bancaire ou qui vivent dans des pays corrompus. Nous, on est confortable ici dans nos salons. On ne se casse pas trop la tête, mais il y a des gens là, qui vivent dans des régimes corrompus avec des dictateurs, puis que, ils se peuvent faire prendre leur compte bancaire. Alors, il y a des droits et libertés, puis grâce au Bitcoin, là, ça va protéger nos droits et libertés en même temps. Puis de pas assez, encore là, ça fait longtemps que j'en transige, mais j'ai peut-être pas la compréhension absolue sur la technologie. Qu'est-ce qui empêche un pays de réglementer, de dire, il y a USDC, whatever. Qu'est-ce qui fait que le Canada n'aura pas sa crypto, que l'US n'aura pas sa crypto, que ça ne va pas devenir une espèce de système comme ça? Où est-ce que je vais en venir? Oui. La monnaie numérique d'un pays, c'est plus comme the Central Bank Digital Currency, CBDC. Des fois, on entend ce mot-là. Ouais. Puis, on a un peu... on pense que l'argent qu'on a virtuellement sur nos cartes débit, que il y a le cash qui attend comme à la banque, là, mais c'est plus comme ça, c'est devenu un peu numérique. Effectivement, les pays vont avoir leur propre argent numérique. Mais les centralisés, là, il y a un pouvoir souverain là, d'un pays qui va aussi être capable de créer une infinité d'argent numérique. OK. Comme qu'ils font pour des devises normales. C'est comme le pays va gérer sa monnaie et va faire et en créer autant qu'il veut selon les besoins et endetter le peuple. Of course. Fait que ça va être à nous de ne pas utiliser ça. Exactement. Okay. Les gens qui vont dire, OK, qui ne croient pas ou qui ne comprennent pas la technologie, vont l'adopter parce que ça fait partie, comme on est tous un peu des brebis des fois, quand le gouvernement dit de quoi, mais on suit. Hein, des fois, on suit. Mais grâce au Bitcoin, ils ne vont pas en imprimer. Il n'y a pas une personne qui décide, là, OK, on va doubler, on va en faire plus. Il y a un protocole, il y a un white paper qui a été écrit. C'est comme vraiment avoir créé un système monétaire un peu parfait à l'écart de la corruption, qui redonne le pouvoir à ceux qui l'adoptent. Et grâce au fait qu'il y a juste 21 millions de bitcoins qui vont être en circulation, on ne peut pas imprimer plus. Ouais. On ne peut pas créer une inflation, une devise qui se fait dévaloriser. C'est le contraire. Là, vous transigez en américain, vous transigez en canadien. L'argent canadien est tellement dévalorisé, là, comme plus qu'on avance, là, c'est comme le gouvernement est en train de prendre le pain sur ta table et l'enlever. Là. Ah oui. Tu sais, regarde combien d'argent qu'on a besoin de dépenser pour faire l'épicerie et tout ça. Les gens ne réalisent pas parce que des fois, c'est un concept
beaucoup plus poussé, qu'on doit vraiment faire la convergence de la technologie, où ce que la technologie va nous amener dans le futur. C'est des concepts que la majorité, veulent pas comme peut-être ou comprennent pas. Oui, ils veulent pas se casser la tête. Oui, ils veulent pas se casser la tête. Puis c'est correct, on a des forces, des ressources humaines dans d'autres choses, puis c'est correct. Puis on a d'autres penseurs qui sont dans ce domaine-là. Mais il faut se dire que là, plus qu'on avance, plus que notre devise, même canadienne, elle se fait dévaloriser. Puis c'est pas correct, là. Non. Parce qu'on perd de l'énergie dans notre devise. Mais le Bitcoin, ça préserve la valeur, ça préserve cette énergie-là et ça augmente en valeur. Peut-être dans 10 ans, là, on va se réasseoir, là, puis on va rire. « Hey, tu t'en souviens quand on parlait de Bitcoin, puis il était à 80 000, là? Il va être rendu à 8 millions. J'adore ça. Andrea, merci énormément pour ton partage aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis j'aime ça parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent. Puis justement, je sais que tu veux qu'on en aborde de plus en plus puis que les gens soient informés. Fait que merci pour ce beau travail que tu fais là. Puis je te souhaite le plus grand des succès dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Puis je vous félicite du bon travail que vous faites. Merci énormément. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et comme à l'habitude, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye guys! Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.